like a box of chocolates. Tu as confiance en moi? The Pop The Pop and Love Chronicles. And I love you. The Pop and Love Chronicles. Pop. And Love. Quand la pop culture rencontre Le développement personnel et relationnel. Non mais oh! Comment tu parles de ton père? Jetez-moi ici. Moi c'est Julien Et moi c'est Eugénie. Jack, je vole! Pas de bras, pas de chocolat. The Pop and Love. Chronicles. Alors chères dames, chers messieurs, nous sommes de retour dans notre Love and Pop, The Pop and Love Chronicles. The Pop and Love Chronicles, l'épisode numéro 2. Ouais. The Bear. The Bear. The Bear. Qui veut dire en français. L'ours. Mais on n'a pas besoin de traduire. Enfin, si, pour la Ah, suite, si. Mais je crois qu'en France, ça s'appelle The Bear aussi. Hein. Oui, c'est le même nom. Ouais. Le même nom de cette série télévisée américaine. Ouais. 3 saisons. Pour l'instant, 3 saisons. Ouais, la 3e vient de sortir. Plein de prix dans tous les sens. Plein de prix dans tous les sens. Incroyable, elle est vraiment incroyable. Oui, c'est vraiment bien. J'aurais pas misé là-dessus. On m'en a parlé, notamment par Caroline, la grand-mère cinéphile qui s'occupe de Violette en Angleterre quand elle va en vacances en Angleterre. C'est ce genre de série où tu en entends tellement d'éloges que tu ne vas pas t'y frotter tout de suite. Ça m'avait fait pareil avec Game of Thrones. Et finalement, The Bear, on parle du plot. Ouais, mais d'abord, tu dis qu'on va spoiler. Ah oui, alors attention, petite mise en garde. On va essayer d'y penser à chaque début d'épisode, mais c'est pas dit. Attention, on va parler ouvertement de la série The Bear, ce qui veut dire qu'on va vous spoiler dans tous les sens. Donc, si vous n'avez pas vu cette série, coupez cet épisode. Si vous avez vu la saison 1, mais que vous voulez voir la saison 2 et la saison 3 sans spoiler, coupez cet épisode. Vous nous avez compris. On va tout vous dire. Yes, alors, comme toujours, l'idée c'est d'analyser d'un point de vue dynamique, relationnel, masculin, féminin, couple si c'est le cas, des références avec nous, mais des références aussi à la pop culture, et puis au fonctionnement émotionnel, au shadow work et tout. On propose des affirmations s'il y a des affirmations qui viennent, des choses à libérer, comme moi je le fais dans mes accompagnements avec le PKS, le Peter Koenig System, un système d'affirmation orale très puissant. Puis il y a des exercices de rendre des poids, de déloyauté et tout. C'est des systèmes de phrases qui marchent trop bien, que j'utilise beaucoup, et c'est rigolo de voir comment dans la dynamique qu'on regarde dans les séries ou dans ces personnages, on se dit oh là là, il y a ci, il y a ça et tout, d'avoir ce regard du développement personnel sur ce qu'on consomme aussi de la pop culture nous donne envie de le partager dans un épisode de podcast et dans ce podcast de Pop and Love Chronicles. Donc le plot de The Bear. Le plot de The Bear, c'est on va se centrer sur Carmen, je pense, qui est de toute façon le personnage principal. Qui est un homme. C'est original, il s'appelle Carmen. Je trouve ça très beau. J'aime bien, ouais. Carmen est chef dans les restaurants les plus grands du monde, les plus huppés, les plus classieux, et il décide de reprendre suite au suicide de son grand frère qui tenait une sandwicherie. Michael, son grand frère Michael. Il décide de reprendre la suite à la sandwicherie, petite sandwicherie de Chicago. Alors, on s'en doute déjà, changement de milieu, changement de dynamique, c'est le bazar total dans la sandwicherie, tant et si bien que je vous encourage à regarder le premier épisode sans arrière-pensée et enchaîner sur le deuxième, hein, parce que moi, le rythme du premier épisode était tellement chaotique, tellement à l'image de ce qu'on voulait nous faire comprendre, hein, que ce Carmen, si bien habillé, avec sa méthode si bien calée, son sens du détail, de la propreté, de la perfection, si affûté, je me souviens plus du début de ma phrase, mais se retrouve dans cette sandwicherie où c'est le chaos total dans tous les sens du terme. Hein. Le matériel ne fonctionne pas, les relations entre les différents cuisiniers et postes liés à la restauration, ça se passe pas bien du tout, ça hurle, ça ne se comprend pas, ça n'a pas de formation, ça n'a pas de méthode, c'est l'antipode de ce que lui connaît et des milieux dans lesquels il a évolué jusque-là, quoi. Donc le premier épisode est vraiment à l'image de ça. Passer au travers de ce premier épisode. Il est stressant, il est vraiment surtout stressant. Si, comme moi, vous avez un système nerveux qui est nerveux. Un système nerveux, merveilleux, mais merdeux en même temps. Il est merveilleux et un peu merdeux à la fois. T'accueilles les deux, c'est parfait. Un système nerveux qui aspire au calme. Vous allez être peut-être rebuté par ce premier épisode. Mais en vrai, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de stress autre que cette exposition de chaos qui est le postulat de départ. Et vous vous en doutez, ça ne va pas rester comme ça pendant 107 ans. Déjà, ça va beaucoup mieux passer le premier épisode. Yes. Donc là, ce qui serait intéressant, c'est de parler toujours un peu en lien avec l'épisode précédent,
c'est du masculin. Et là, il y a 2 hommes forts qui sont... Même 3, on pourrait dire, quand même. Ouais, même Tous les personnages. Ouais, de base. Disclaimer, les Ouais, personnages ouais. sont tellement bien écrits. Alors là, je pense qu'on est d'accord là-dessus, Jus. C'est une série qui est vraiment bien écrite. Elle est En incroyable. plus d'avoir un très beau visuel, d'être bien monté, ça nous donne envie de manger, ce qui ne gâche rien, parce que En plus. la cuisine est filmée de... C'est magnifique. Ah ouais, hein. Ça donne vraiment envie de manger. Ouais. Même si c'est pas votre truc, si ça vous fait pas vibrer ce qu'on vous raconte, faut quand même essayer d'aller voir. C'est une très très bonne surprise. On aurait pu s'attarder sur tous les personnages. Clairement. Mais vu que c'est Carmen, le héros principal, on voulait un peu parler du masculin et toujours un peu en lien avec aussi la violence qu'il a à l'intérieur de lui, la non-tempérance et le chaos bordélique qui peut se manifester à l'intérieur et également à l'extérieur, ce qui est vraiment aussi représenté par Michael, le frère qui du coup décède, se suicide, et qu'on voit un petit peu après dans la série, qui jouait incroyablement par un mec super connu là, qui avait joué dans... Moi j'avais découvert dans le truc avec les zombies de Walking Dead. Oui. C'était la première fois que je l'avais vu, cet acteur. Puis après je crois qu'il a dû commencer par là, en tout cas dans le grand public, et puis il a fait des super films, dont il a joué dans Fury avec les militaires qui sont en Seconde Guerre mondiale. Incroyable, il est un peu taré, un peu fou, ils sont défaits par la guerre. Et il joue d'une manière incroyable. Et en fait, lui, c'est le chaos, c'est le bordel, c'est la violence, c'est le masculin, pas du tout sécurisant, rassurant. Et son frère, à l'opposé, effectivement, il contient énormément. C'est ça dont on voulait parler. C'est qu'effectivement, Michael parle et exprime et fait sortir ce bordel, alors qui, du coup, déborde de partout, envahit. Mais à l'inverse, Carmen garde tout à l'intérieur, ne dit rien du tout. Et explose par moment, et en fait n'agit pas de manière saine, rassurante et tout, alors qu'il a un niveau de maîtrise dans son domaine d'expertise qui est la cuisine qui est excellent, et qu'on le voit arriver et remettre un cadre, un ordre, une finesse dans les postes, comment ils sont définis pour pouvoir passer d'un poste à l'autre, que chaque seconde compte, et on voit par quelle école il est passé. Il a un masculin sain, vraiment rigoureux, discipliné, très puissant et contenu, mais tellement contenu que ses émotions, en fait, elles sont mises sous le tapis, et qui ferme sa gueule. C'est le mec qui ferme sa gueule le plus dans la famille, dans la série, en vrai, quoi. Je trouve que c'est très intéressant, notamment par rapport à notre premier épisode avec La Belle et la Bête, parce que c'est presque un épisode miroir. Hein. Autant dans l'épisode de La Belle et la Bête, on parlait du masculin débordant, agressif, violent. Carmen représente presque l'opposé de ça. Mais comme c'est une conversation, et on le voit dans la série, ce n'est jamais dépourvu, parce qu'au début de la série tu dis quelqu'un qui a la tête sur les épaules, la tête froide, qui sait ce qu'il fait, mais tu te rends compte, et tu n'as besoin que d'une saison, même peut-être moins, t'as pas besoin d'arriver au bout de la première saison pour te rendre compte qu'il y a quand même un gros malaise sous le comportement de Carmen. C'est clair, et tu vois, ça me fait penser tout de suite au fait que comme Michael, c'est son frère aîné, tout de suite on sent que tellement envahissant que Carmen ne peut que fermer sa gueule et repartir dans son monde intérieur à lui, et aussi fuir. On l'apprend un peu dans la 3e saison qu'il est parti à New York à un moment pour aller... Deuxième saison. C'est deuxième, ouais. Fin de deuxième, ouais. Fin de deuxième. Il est oui, on est sur la deuxième, pas sur la 3e. Il est parti à New York. Non, on est sur la 3e, chaton. On est sur la 3e ? Oui, mais ils en parlent déjà sur la 2e, puisque c'est là qu'il envoie Richard. Ok. À New York. Et en fait, il y a l'idée de... On sent qu'il a développé aussi un peu en revanche tout son univers, son expertise, tout en se disant, je vais faire un restaurant avec mon frère à un moment. Tu vois, il y a un peu ce projet familial qu'elle a, à tous les deux. Ils se vouent loyauté, mais je pense qu'il y a eu, on verra comment ça va se développer aussi, énormément peut-être de jalousie, où il se sent moins que rien, Michael. Il se sent vraiment... Michael ou Carmen ? Michael. Finalement, les deux. Ouais. Même s'il allait, effectivement, même sous son couvert d'expertise et des plus grands restaurants du monde, il y a finalement à l'intérieur de lui un mec qui croit pas du tout en ce qu'il fait, ou qui est qui a besoin de prouver énormément par le faire, et il a travaillé comme jamais. On voit que c'est sa vie, c'est le travail, c'est sa mission, et il y a rien d'autre. On le voit aussi en lien avec le féminin et la femme qui rentre dans sa vie. Mais Michael, je pense, a beaucoup envahi, et donc en réponse à ça, c'est pas le petit dernier, mais il y a le cousin Richie, qui est énorme aussi dans sa manière d'envahir, à parler beaucoup, à être le meilleur pote finalement un peu de Michael, et qu'en retrait, il y a Carmen, qu'ils aiment beaucoup, mais qui lui s'est développé plus à l'intérieur de lui, dans son monde imaginaire. Il dessine beaucoup. Il ne s'est pas développé, en fait. Il ne s'est pas développé, il n'y a pas de place. Il s'est développé du coup à l'intérieur dans son monde, tu vois. Et il dessine, il fait des dessins de cuisine et tout ça. Ça, on le voit dans la troisième saison, effectivement. Alors après, tu disais, c'est pas le petit dernier, c'est peut-être le petit dernier. C'est le petit dernier des garçons, en tout cas. Ouais, parce qu'il y a la sœur, la Sugar, mais c'est la seule fille de la fratrie. Et du coup, finalement,
c'est quand même le petit dernier des garçons. Il fait petit dans tous les cas. Il fait petit, elle fait presque plus grande, oui, plus grande beaucoup que lui. Plus mature, lui il fait petit. Soit il est le dernier de la fratrie, elle n'arrive pas à parler. Soit il est un peu plus haut, mais il n'a pas le rôle. Ouais. Il n'a pas le rôle, puisque sa sœur a l'air beaucoup plus mature. D'ailleurs, c'est elle oui. qui reprend les rênes de la comptabilité du restaurant au bout d'un moment. Ouais. Parce que décidément, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et on sent qu'aussi, comment elle s'appelle la black qui est avec lui en cuisine? Ouh, je ne sais plus, sa sous-chef. Ouais, sa sous-chef qui joue incroyablement bien. Ouais, incroyable. Unique sa manière de jouer, ce personnage est ouf. Et qui est aussi très young, contenant, parce que finalement, sous cet aspect de je me tais, je suis dans mes pensées, je fais la chose avec discipline ou autre, il y a beaucoup de débordements. Mais un débordement qui est inconscient, qui est invisible finalement, et qui se manifeste après dans des actions, genre mec, t'étais où, comment ça se passe, là, les menus, les machins qui changent, puis il y a ta meuf qui parle d'un truc, toi tu le changes. Ça se manifeste beaucoup et c'est assez intéressant parce que ça va avec la pensée qui dit que tu manifestes à l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Ça se manifeste aussi avec beaucoup de problématiques de tuyauterie, de matériel, de gaz. Ils ont un gros problème de gaz à un moment donné. Ils essaient évidemment de retaper la sandwicherie et d'en faire un restaurant, mais ils ont tout un tas de contrôles et d'expertise sanitaire qui doivent passer avant d'avoir les autorisations pour aller à l'étape supérieure, et tu sens que c'est les 12 travaux d'Hercule, quoi. Ils ne s'en sortent pas. Donc c'est pas juste les débordements sont pas juste émotionnels au travers de certains personnages qui peut-être sont plus exubérants écrits, mais sont également dans les personnages que finalement on connaît très intimement, parce que Carmen, on a la chance aussi de voir des montages un peu introspectifs où on revisite des épisodes de son passé. Tous les épisodes nous en disent un peu plus ce par quoi il est passé, et on voit l'état de son restaurant qui, à l'extérieur de lui, représente en fait toutes les pressions et toutes les zones bancales et bricoli-bricolettes qui sont à l'intérieur de lui, quoi. Sous couvert d'être un business qui marche. Exact. Et en fait, tu vois que lui, je me disais ça, il est peut-être plus insécurisant parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, alors qu'un Michael et un Richard, on sait en fait clairement ce qui se passe. Ils sont tellement authentiques et tellement débordants, mais voilà, c'est sans filtre, que eux, tu les prévois beaucoup plus qu'un Carmen. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe dans sa tête, dans son univers, très mutique, et donc du coup finalement plus insécurisant, qu'on sait qu'un Richie va déborder, qu'on sait qu'un Michael il est comme ça, tu vois, mais c'est des personnages vrais, comme on dit souvent. Donc du coup je me faisais cette réflexion, même s'ils sont violents, débordants, et waouh, ils prennent de la place, ils envahissent, finalement tu sais comment ils vont agir, tu vois, ils sont pas imprévisibles comme peut l'être Carmen. Il y a quelque chose de prévisible dans ces comportements débordants, mais qui sont finalement assez cycliques, jusqu'à ce que, c'est intéressant, l'arc de Richard est très intéressant, on va pas s'attarder sur lui, mais, ou peut-être, je sais pas. J'aime beaucoup comment il évolue. Mais moi aussi, horrible au démarrage. On le détestait. On le déteste, on veut pas le voir. On pourrait arrêter la série pour lui. On aurait pu arrêter la série pour lui. Et en fait, il a un arc narratif tellement bien écrit que tu te rends compte que tous ces débordements et ces excès et ces choses qui nous sont insupportables au début, il est dans une vraie conversation avec. Et il chemine. Alors que Carmen, finalement, du début de la première saison au début de la troisième saison, n'a pas changé d'un poil. Au contraire, on se rend compte de justement ce qu'il provoque, un peu comme on disait dans l'épisode 1, au niveau de son entourage, avec son incapacité à en fait évoluer. Après, il est pris dans un truc un peu traumatique aussi. On voit aussi les abus qu'il a subis. Non, je parle de Carmen. Ah, Carmen, ah oui, pardon. Il a subi des abus par rapport à sa carrière dans la restauration. Ah oui, le dernier chef là qui était... C'était horrible. C'était horrible. Et c'était tout l'exercice pour trouver un centre qui ne flanche pas, qui ne tâche rien, qui reste dans la perfection, alors que son chef lui disait tout subtilement dans les oreilles, t'es qu'une merde, tu vaux rien, à répétition. Il a trouvé ce point d'équilibre, mais un point d'équilibre qui en fait ne bascule jamais, n'est plus dans un spectre où il navigue entre les différentes émotions, quoi. Ça devient un monolithe en fait. Ouais, c'est clair. Et du coup, il fait bien son taf, il est hyper pro, il est carré, il est créatif, donc quand même, il y a son féminin qui s'exprime dans sa cuisine, dans ce qu'il fait. Mais effectivement, au niveau relationnel, il y a quelque chose de congelé en fait. C'est pas pour rien qu'il va dans ce freezer. Ça me fait penser, elle parle souvent de congélateur, c'est Dolnay Wang. Si, c'est Dolnay Wang sur l'intelligence amoureuse. Florentine Dolnois. Oh, je ne sais plus le dire. Dolnois, on va dire. Excuse-nous Florentine si tu nous écoutes. De l'espace du couple. De l'espace du couple, et c'est passionnant. Dans l'idée, c'est effectivement, il a tout réfrigéré. Il a un épisode où il passe, c'est l'ouverture du restaurant, là, le nouveau restaurant super classe et tout. Il est enfermé dans le congélateur parce qu'il n'a pas pris le temps d'appeler la personne pour réparer la poignée, et il se retrouve dedans, congelé là, et les autres doivent gérer le truc.
truc. Et c'est Dans génial. la chambre froide. Dans la chambre froide. Ouais, c'est le dernier épisode de la deuxième saison, donc on sait toujours que les derniers épisodes viennent nous apporter une sorte de climax. Un point en haut de la montagne où tu sais que la pression va monter jusqu'à ce qu'il y ait cette espèce d'explosion, et là c'est absolument ce qui se passe. Tout l'épisode, il doit changer la poignée de la chambre froide, il ne s'en occupe pas, il est distrait par sa copine, par ci, par ça, par truc, machin. Tant et si bien qu'au moment où ils ouvrent le restaurant et ils font tourner leur nouveau menu, le mec se retrouve coincé dans la chambre froide et personne ne peut rien faire pour lui parce qu'il n'y a pas le réparateur et parce que les autres sont occupés. En fait, tout le monde est au courant qu'il est enfermé. C'est le rush incroyable. Mais c'est la vie de leur restaurant qui se joue à ce moment-là. Ils doivent réussir cette soirée, donc ils le laissent dans sa chambre froide et finalement il implose parce qu'il se rend compte qu'on peut se passer de lui et en même temps il a la culpabilité de se dire qu'il n'est pas là pour faire pour jouer son rôle, Qu'il les abandonne. qu'il les abandonne, Il les a vraiment... et en même temps ça continue à tourner sans lui, Ouais. et très bien finalement. Et effectivement, et c'est là où il y a un gros changement et tout. J'ai adoré l'épisode numéro 1 de la saison 3 qui est magnifique, Ouais, avec magnifique, une musique ambiante qui revient lancinante, répétée le long des 40 minutes de l'épisode, avec son passé, avec comment il a évolué, avec le présent aussi. Et on sent qu'il y a eu un gros switch, mais bon, en même temps avec sa compagne qui entend sa vérité s'exprimer enfin, mais pas face à face. C'est juste qu'elle est derrière en train d'écouter ce qui se passe dans le frigo. Il accepte de se mettre en relation avec une ex-copine. Et on leur souhaite tout le bonheur du monde, et dans une certaine mesure on le voit au fil des épisodes que ça lui fait du bien à lui, tout en lui prenant du temps et en faisant que sa sous-chef se sent abandonnée, parce qu'au moment où ils devraient designer les menus ensemble. Est-ce que vous avez entendu Julien boire dans sa gourde? Je lui prends. J'essaye de boire le plus discrètement possible, j'arrive pas du tout. C'était la meilleure prise. Désolé, je vais m'améliorer au fil des épisodes. Il va prendre un très grand verre maintenant. Désolé, je voulais pas te couper ma chaîne. On leur souhaite le meilleur, mais on sent bien qu'il n'est pas capable de gérer les deux, que l'espace que prend sa relation sentimentale, même si ça lui fait du bien, est désinvesti du coup dans son espace professionnel, que les choses avancent sans lui. C'est pas ça qu'on souhaite non plus, parce que on voudrait qu'il soit épanoui partout, dans tous les domaines de sa vie, et finalement il n'y arrive pas. Et donc à la fin de cette deuxième saison, se retrouvant coincé dans la chambre froide, il y a tout qui sort, et je sais plus envers qui il s'exprime, qui est censé être derrière la porte. Il s'exprime avec Richards, il s'embrouille de ouf. Ah, c'est avec Richard. Et là, alors que Richards, il est vraiment en soutien, c'est le personnage finalement le plus attachant presque après de la série. Il a un arc de progression et incroyable. qui est génial parce qu'il se fait du dev perso, il se cadre, il est hyper responsable, il s'habille en costard, il est génial, il se forme aussi dans un autre, là où il est envoyé en stage et tout. Il est génial, on adore les personnages qui partent de bas, qui remontent, on adore ça. C'est pour ça qu'on adore aussi le personal branding, le storytelling de comment tu développes ton entreprise, comment tu machines tes hauts, tes bas, ta relation. C'est passionnant à voir, on veut que les personnes s'en sortent. Quand elles commencent à montrer de la bonne volonté, waouh, on les aime de plus en plus. Et c'est vraiment génial. Et effectivement, il a cette altercation avec Richard qui, je crois, s'en va. Ouais, et après, c'est sa copine qui passe devant la chambre froide, mais lui, il est sur le même élan de colère. Et finalement, il lui dit ce qu'il aurait dû lui dire, mais qu'il aurait formulé autrement s'il l'avait fait plus tôt et dans un autre contexte, à savoir, ça me prend trop de temps, j'y arrive pas. Et il exagère même en disant, ça ne me sert à rien. Ça, je trouve que c'est un petit peu faux, mais... Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que cette personne a besoin d'être vraiment contenue dans un espace fermé pour révéler ce qui se passe à l'intérieur de lui. Il doit être vraiment contraint, tu sais. Comme un animal. Il y a un moment pour enfin libérer le truc qu'il y a à libérer, parce qu'il lui faut une intensité telle et un enfermement pour que ça y est, ça sorte, mais sans blesser du monde. Parce que finalement, il est tout seul, il est enfermé, il peut rien casser, il peut rien faire péter. Et les autres gèrent à l'extérieur. Donc c'est assez sain, finalement, la manière dont il peut exploser ses émotions, tu vois. Oui, ça parle de cette idée, effectivement, que quand tu ne fais pas ami avec l'animal à l'intérieur, donc avec les sentiments qui peuvent te sembler peut-être un peu violents ou un peu forts, ça grossit jusqu'à ce qu'ils sortent, parce qu'ils finissent toujours par sortir d'une façon ou d'une autre. Et là, c'est à ce moment-là que ça sort. Quand il est contraint, quand il est réduit, effectivement, à son statut d'animal, dans un environnement où il ne veut pas être et qui lui fait du mal, et sur la base de tu aurais pu mieux t'occuper de cette chambre froide, tu aurais pu mieux t'occuper de toi, mais tu l'as négligé, et voilà le résultat. Et tu vois aussi, c'est l'idée de pouvoir avoir l'expression de ce qu'il a à l'intérieur de lui, mais sans...
il a d'abord évacué toute sa colère en tapant à fond, tu vois. Il a tapé, il y est allé, il a évacué. Il peut toujours pas sortir et là, on arrive après la colère à la tristesse, à ce qu'il y a de plus profond, tu vois. Et là, il peut se révéler, mais il y a eu un long moment, il tape tout le long de l'épisode dans ce truc-là avant de lâcher, tu vois. Et donc, des fois, ça demande beaucoup. Hein. Donc, tu peux le voir ça en accompagnement, en constellation, en machin. Des moments, il y a beaucoup de colère et tout. Et ensuite, tu as accès à ce qu'il y a de vrai derrière la blessure et tout. Non, c'est quand tu te fermes et tout, on a eu ça à la retraite. Non, je me sens pas touché quand la personne dit ça. Ça, il y a un espèce de truc. Puis quand tu continues derrière, en fait, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotion. En fait, tu découvres que c'est pas le premier cycle de sa vie de cet ordre-là, puisque tu sais, c'est pas très clair. Hein. On en est à la 3e saison, début de 3e saison, c'est pas clair encore qu'il a mis le feu à un de ces restaurants bien huppés. Ouais. Ah oui, c'est vrai, j'avais zappé dans première Alors, c'est saison. pas très clair pourquoi, comment, si c'est un accident, c'est pas très clair. Mais en vrai, plus tu apprends à le connaître, plus tu te dis ça ne peut pas être un accident. Même si c'est un acte manqué. Et donc, il est retombé dans son mutisme après. Il a repris le comportement pré-incendie en post-incendie. Mais finalement, ça nous dit aussi que ce n'est pas réglé, en fait. Et on le voit vraiment dans le développement des saisons. Tu te souviens de cet épisode où il commence un peu, c'est le principe aussi thérapeutique, quand il va dans les aides aux personnes qui ont perdu... c'est quoi ? C'est des Anon, là, tu sais ? Les Al-Anon. Ouais. Al-Anon. Donc, c'est des personnes, des familles de personnes qui ont de la drogue, qui sont droguées ? C'est le cercle de soutien des personnes qui sont en contact familial ou en partenariat, enfin en compagnon de vie, compagne de vie avec les personnes qui souffrent d'addiction. Et ben là, il y va et il s'exprime dans ce cercle-là. Au début, il écoute et ensuite, il exprime. Et il commence aussi un travail un peu thérapeutique. En fait, on sent un vrai parcours initiatique pour lui. Enfin, initiatique, je sais pas si on pourrait dire initiatique, mais dans l'idée de son chemin du héros, de venir guérir ses émotions engrammées depuis l'enfance. Et on voit un épisode de Noël avec la mère. Et on comprend effectivement ce qui se passe avec la mère qu'il a. Et ce chaos, c'est une tempête, ces épisodes-là, impressionnant. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Donc on a appris que c'était Jamie Lee Curtis qui joue la mère de Carmen, de Michael et tout. Incroyable. Cet épisode de Noël est incroyable, il se finit en apothéose. Et on voit d'où ça part aussi, tout ce bordel-là, du fait de préférer rester dans son mutisme que d'exprimer ses émotions. Mais je pense effectivement que son parcours entre guillemets thérapeutique, c'est je viens de ce milieu complètement chaotique où il n'y a pas d'espace pour moi, où il y a de l'abus psychologique, émotionnel. Enfin, cet épisode de Noël, heureusement qu'il n'y en a pas beaucoup des épisodes comme ça, un petit peu en reflet du premier épisode, parce que pour le système nerveux, c'est intolérable. Il est allé se réfugier dans l'opposé avec sa carrière qui est très ascète, très blanche, très propre, épurée, très silencieuse. La cuisine, on enlève le max de choses possibles, souviens-toi. Voilà, même la communication est guindée. Enfin, il y a une méthodologie pour communiquer. Hein, c'est complètement l'opposé. Mais ça ne traite rien, en fait. Il est juste allé voir l'opposé d'un excès qui le rendait malade et qui faisait qu'il ne pouvait pas s'épanouir dans un autre excès, dans lequel il reste pour l'instant, puisqu'il est seul maître à bord. C'est lui le boss de la sandwicherie. Donc, il y a quand même des choses qui se mettent en place, on le sent, mais c'est très lent pour Carmen. Comparé à un Michael, par exemple, il se réfugie dedans, en fait. Et donc, ça lui apprend à revenir effectivement d'un extrême à l'autre. Je fuis ce que j'ai connu enfant, et on fait beaucoup ça parce que ça a été tellement toxique, tellement envahissant, qu'on préfère partir dans le spectre opposé. Et le but, c'est de retrouver le chemin du milieu, l'équilibre, et donc d'apprendre à laisser sortir aussi les émotions aussi facilement que le chaos de sa famille et de son frère et de sa mère, et de garder cet ascétisme et ce minimalisme structurant, rassurant, sécurisant qu'il a découvert dans la cuisine de haut niveau avec ses chefs, et qui demande à enlever le max de choses, de mettre le moins d'ingrédients et d'être vraiment dans la... C'est de l'art, hein. On voit des plats incroyables, on voit des choses vraiment magnifiques. Et ben, c'est de trouver le juste milieu, parce que c'est ce qu'amène The Beef, qui était le restaurant au démarrage avant que ça s'appelle The Bear. Et c'est vraiment cette idée de... C'est un chaos joyeux, vivant, authentique, puissant et chaleureux. Il y a beaucoup de chaleur, alors qu'on voit que dans les épisodes, il y a beaucoup de bleu, beaucoup de blanc. Dans les grands restaurants, c'est très froid. Et donc, c'est l'idée aussi de réunir un peu cette cuisine qu'on pourrait voir dans des petits boui-boui de Chicago, mais également amener avec la rigueur et le style d'un resto étoilé. Et je trouve que c'est ça où ils essayent de faire dans The Bear. Et peut-être qu'ils vont ramener un poil plus de Michael là-dedans. On va voir comment ça évolue pour qu'il y ait ce côté aussi beaucoup plus chaleureux et humain d'une bonne table entre amis ou en famille qu'on pourrait avoir dans ce type de restaurant, tu vois. Ouais, effectivement, ramener de l'humain, Carmen, il est très monolithique, comme je l'ai dit. Hein. Il est froid, il est immobile, il est mutique, ça manque vraiment de vie. Finalement, la vie se retrouve dans les assiettes. Ouais. Et tout tourne autour de ça.
La vie se retrouve dans les assiettes, effectivement, dans le fait que les personnes les consomment, ou un peu dans le joyeux bordel du restaurant, de ses vivants et tout. Et en fait, il y a l'idée de qu'est-ce qu'on va aider à libérer, tu vois, dans ce chemin, quoi. Qu'est-ce qu'on peut conseiller à Carmen, là, pour terminer cet épisode. Et un gros travail avec la mère. Gros travail avec la mère. C'est son énergie féminine, c'est son expression, c'est la libération de ses émotions, c'est l'eau. Il a besoin vraiment d'aller accueillir que l'eau circule en lui. Pas autant débordante et en feu. C'est plus de la lave qui sortirait d'un Michael et de sa mère. Et d'ailleurs, le père, on ne sait pas où il est, le père. C'est pas clair, non. On ne sait pas du tout où il est. Il n'y a pas de contenant. Et à défaut d'avoir eu un contenant avec sa mère qui a dû effectivement vivre ses émotions, ses traumas, lui, il se l'est imposé, mais d'une manière si forte qu'effectivement, il n'y a plus rien qui peut sortir et que ça sort d'une manière explosive, ou en tout cas qui impacte autour, comme le royaume de la bête, tu vois, qui vient impacter tout le monde dans son restaurant ou autre, et que celui qui déborde le plus, on aurait pu dire au démarrage qui était Richard, c'est lui qui met le plus de cadres en fait. C'est lui qui va sécuriser tout le monde, qui va reprendre les rênes et tout. Oui, parce qu'il est mobile, dans son espace, en fait, psychique. Finalement, il est beaucoup plus souple que la rigidité. C'est ça l'avantage aussi d'avoir cette souplesse du féminin très dominant, c'est qu'on est beaucoup plus souple pour passer de la rigidité à la souplesse. Et donc, comme il est très enfermé, mais Carmen dans sa froideur, c'est beaucoup plus dur de déglacer un monolithe que de structurer un feu comme un Carmen, comme un Michael ou un... Michael est très débordant, mais Richard, il est plus entre deux. Beaucoup plus finalement mature et moins blessé, on pourrait dire, à part par son divorce, que Michael. Donc ça serait d'aller rendre des poids à la mère, d'aller accueillir aussi ces deux parts-là et d'exprimer en fait. Michael, Carmen, ce qu'il a commencé à faire, c'est d'exprimer. Donc dans un cadre sécurisant comme Léa Lannon, ou alors avec un coaching ou avec des libérations, avec le fait d'accueillir tous ces poids et de pardonner à sa mère, d'accepter telle qu'elle est. Et il y a un gros conflit, papa-maman, là, il y a du gros chemin, des gros poids, là. Il faudrait aller un peu creuser avec eux. Et puis d'aller pouvoir danser dans cet équilibre de je suis super structuré, mais également vivant et souple. Ça manque de souplesse, effectivement, et d'expression de soi. Donc ça serait autour de ça. Je sais pas ce que je pourrais dire comme phrase, mais ça serait... Imagine, il est dans la chambre froide. Là, il y a sa copine qui l'a entendu parler, qui a dit « ça va pas du tout, Julien, viens lui faire quelques affirmations ». Là, dans cet espace-là, tu peux juste laisser vivre son émotion. Là, par contre, quelques temps après, c'est d'aller voir ce qui s'est passé et d'aller accueillir, en fait, qu'est-ce qui lui fait le plus honte, toujours, qu'est-ce qui lui fait le plus peur que d'exprimer sa vérité, d'exprimer ses inconforts. On en avait parlé, on n'a pas l'impression qu'il est très à fond sur cette relation et celle qui va le chercher, quoi. Oui. On n'a pas l'impression que lui, il la voit un peu au chapitre. Ouais. Donc finalement, t'es un peu brinque-ballé à droite, à gauche, et ça manque de positionnement et dire, voilà mes besoins. Qu'est-ce qui t'empêche d'exprimer clairement tes besoins ? Peut-être qu'effectivement, tes besoins n'ont jamais été entendus dans le chaos de ta maman qui était dans ses émotions, dans ses tempêtes. Ok, c'est pas de ce côté-là que j'aurai des solutions. Je vais moi-même me renfermer dans un système nerveux qui va se protéger de ça. Donc d'aller l'aider à valider ses émotions, ce qu'il a ressenti, mais c'est vrai que ça se fait plus en échange, tu vois. On n'a pas assez de passé du parent et comment t'étais avec ta mère et comment c'était ces émotions-là. Aller voir l'enfant intérieur qui à un moment a voulu être vu, reconnu et qui a été genre mais ma mère elle me laisse pas la place. Et je pense que l'idée d'aller soigner aussi par la cuisine, sa mère qui était aussi une connexion parce que sa mère cuisinait beaucoup, cuisine beaucoup, elle est pas morte dans la série. Et il y a l'idée de qu'est-ce qui vient aussi guérir avec sa mère dans le fait de faire de la cuisine, et puis comment avec son frère ils veulent c'est un peu perpétuer une espèce d'héritage familial, tu vois, il y a un truc comme ça, tu sens dans la loyauté des frères, et que son frère lui a légué le restaurant à la suite de son décès, mais qu'aussi un peu il avait préparé son suicide, il y avait de l'argent mis de côté, il avait préparé la suite, magouillé mais préparé. Et en fait, il y a une espèce d'héritage autour de frères, de fratrie qui créent quelque chose pour guérir toute la lignée, quoi. Mais on n'a pas assez d'infos aussi pour creuser là-dedans, mais c'est passionnant, hein. Franchement, tu vois, en plus on n'avait pas réfléchi à tout ça, mais quand on met des mots dessus, il y a plein de choses qui viennent, quoi. C'est vraiment une très belle série. Je crois que c'est l'un des gros coups de cœur de ces 10 dernières années pour moi, parce que j'en ai pas regardé non plus des masses ces 5 dernières années, mais là c'était... Wow. 8 épisodes par saison ? Ouais, je crois un truc comme ça. Entre une demi-heure et 1 heure. C'est ça. Et ils sont tous différents. Et ils sont tous différents. Il y a un épisode aussi complètement, tu sais, comment on appelle ça, où ils coupent pas la caméra. En plan séquence. En plan séquence. Ouais. 20 minutes, je crois. Ouais, incroyable. Incroyable. La musique est incroyable, c'est intense. Et on voit aussi la puissance d'avoir un système nerveux qui a été sculpté par une mère
comme il l'avait Carmen, qui lui permet de gérer la pression très très haute d'un restaurant gastronomique. C'est là où on voit son système nerveux peut gérer cette intensité-là, et en plus s'entraîner encore plus avec des chefs qui lui crachent dessus, qui crient dessus et tout. Et lui, il arrive à rester dans son axe. Et ça, c'est très très puissant. Donc avec l'avantage et les avantages, comme on a vu. Bien sûr. Donc c'est chouette. Rester dans son axe, c'est un concept neutre, oui. Comme tout le reste. Oui. Neutre. C'est ça. Il y a positif et négatif. Et donc l'idée, c'est d'aller amener de la souplesse et d'aller s'autoriser à être cette drama queen, ou de partager ses émotions, qu'elle soit vue, reconnue, entendue pleinement, que ses besoins soient là, accueillis, et pas il n'y a pas de la place pour moi. De toute façon, ma mère, elle l'apprend complètement, quoi, parce qu'elle n'a pas justement eu ce travail non plus, et que mon frère aussi, donc c'est vachement intéressant de. Il y a un début de voir. compréhension, fin de l'épisode 2, quand il fait sa grande soirée d'ouverture, la mère qui a été invitée va pour rentrer au restaurant et finalement refuse d'y aller. Ouais. Et demande à au mari de sa fille de mentir pour elle. Ouais. Surtout dis que tu ne m'as pas vu. En fait, je crois qu'elle comprend que si elle rentre dans ce restaurant, elle fait tout imploser parce qu'elle prend tout l'espace et il ne sait pas vivre dans un espace où il y a sa mère en fait. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, de le fuir en permanence, ça l'empêche de l'accueillir et de l'affronter. La d'affronter confrontation. la bête que sa mère peut représenter. Évidemment, la confrontation est nécessaire. Un Carmen qui s'en va étudier au bout du monde dans un restaurant complètement aseptisé ne gère pas sa relation avec sa mère. Ce n'est pas par la distance que l'on règle. Ah mais non, mais ça fait 15 ans qu'on ne s'est pas parlé, donc tout va bien. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On est typiquement dans les trois systèmes de réponse d'un système nerveux et de la théorie polyvagale. C'est vraiment soit tu as le système chiant apaisé, c'est le ventral. Si tu es en stress et en sympathique, c'est la fuite ou le combat. Et sinon, c'est le freeze qui est l'état dorsal. Et en fait, il est clairement dans une fuite. C'est tellement... En fait, il a dû freezer enfin plein de fois. Ça, c'est clair que le congélo, il a dû bien le connaître et freezer face à l'impossibilité de faire quoi que ce soit. Mais dès qu'il a pu se barrer et voir qu'il y avait une possibilité de fuite, il s'est barré. Par contre, il refuse le combat qui serait nécessaire pour finalement pouvoir poser les frontières de son espace à lui et de sa mère, et qu'aujourd'hui je fais différemment de toi, maman, je suis loyal et je t'aime même si je fais différemment de toi, et je te suis déloyal à la croyance que si j'exprime mes émotions, je vais être rejeté, je vais être critiqué, je vais être humilié ou autre. C'est ce qui a dû se passer beaucoup pour lui, donc ça serait des phrases un peu à faire. Donc si tu m'entends, Carmen, on viendra travailler ensemble. Mais en même temps, tu vois, Michael, Carmen, il y a les deux, ils sont un peu peut-être par moments superposés, tu sens que c'est presque une continuité. Ils sont pas clarifiés, bien positionnés. C'est dans les constellations familiales, des fois tu peux dire que les deux sont un peu mélangés, tu vois. C'est pas pour rien que peut-être que je les mélange comme ça. Carmen est quand même le garant de la stabilité. C'est celui qui reste neutre dans toutes les situations familiales, dans toutes les disputes. Alors il est pas présent, mais il est neutre. Donc effectivement, il a peut-être le rôle de... Il se positionne pas, vrai. Ne pas se positionner, c'est se positionner. Voilà. Et dans tout ce chaos, finalement, c'est le seul qui est positionné. En ne se positionnant pas et en s'effaçant et en... Ouais, non, c'est passionnant. Voilà en gros pour cet épisode numéro 2, chers amis. Je vous invite, je pense que ça vous a donné envie de voir la série, mais bon, si vous ne l'aviez pas vue, on vous a bien spoilé, donc du coup de la revoir. Ou après, il y a des personnes qui s'en fichent. On leur donne les clés, parce que de le voir, ça n'a rien à voir, de le vivre, que d'entendre des personnes qui en parlent dessus. Tu repars comment, Eugénie, de cet épisode ? Bien. J'ai envie de continuer. Là, on a commencé la saison 3 avec ce premier épisode magnifique qui nous rattache à la saison 2 et qui est encore différent. Oui. C'est fou qu'ils ne se ressemblent pas, les épisodes. C'est clair. Et j'ai envie de voir où ils vont aller. Exactement. À partir de là. Et ils ont reçu plein de prix suite à cette saison 3. Donc, à mon avis, c'est pas pour rien. Exactement. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. C'était l'épisode numéro 2 de The Pop and Love Chronicles. On prend notre pied à le faire, c'est cool. Ouais. Et on vient de faire 3 épisodes là, avec celui d'intro. Et on va faire une prochaine session de batch. Et envoyez-nous vos retours, les likes, partagez-le. Dites-nous ce que vous en avez pensé sur Instagram, on vous mettra les liens en dessous. Et puis voilà, un dernier mot. Bisous. Bisous tout le monde. Ciao. Ma petite Amélie, vous n'avez pas des os en verre. Vous pouvez vous cogner à la vie. Si vous laissez passer cette chance, alors avec le temps, c'est votre cœur qui va devenir aussi sec et cassant que mon squelette. Alors, allez-y, nom d'un chien.